Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Bon, c'est parti. C'est parti. Comment tu vas, Glenn ? Ça va bien, écoute, je pense que je passe à travers les gouttes. Là, tout le monde est malade autour de moi, mais moi, ça va. Bon, j'espère que ça va rester comme ça. Parce que les semaines en ce moment s'enchaînent, on va dire. Ouais, début d'année un peu sur les chapeaux de roue aussi, pas mal de nouveautés, et puis une conjoncture qui demande à pas baisser les bras, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Il y a du travail, mais il faut aller chercher le travail. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Merci pour l'invitation, évidemment. Ça va être très intéressant, j'en suis assez persuadé, parce qu'on a pu préparer, en préparant un peu ce podcast, on a déjà abordé un peu le sujet, puis j'ai cru que lorsqu'on s'était vu pour préparer, on allait faire le podcast. Donc, ouais, parce que c'est une passion, j'adore en parler, et je sais que je parle toujours beaucoup trop de ça. Donc ça va être l'occasion, du coup. Mais attends, avant de rentrer un peu dans notre sujet qui est la prise de décision, tous les biais cognitifs et même plus, je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Glenn ? Alors, je suis Glenn Le Bourris, je suis directeur artistique et copywriter au sein de l'agence Brainstorm, dont je suis aussi le fondateur, avec mon collègue Alban. Et je me suis spécialisé depuis quelques années dans le neuromarketing. On s'ennuyait un peu pendant le Covid, donc on est monté en compétences et j'ai découvert un univers plus que passionnant avec des ramifications, avec beaucoup d'autres sujets connexes qui m'ont tout de suite, que j'ai trouvé spectaculaire, quoi. Donc voilà, j'ai plongé dedans à fond. Je suis papa de 2 grands enfants maintenant et voilà. Ok, c'est marrant parce que c'est effectivement un peu pendant le Covid, après le Covid, moi je me suis intéressé à ce sujet un peu plus tardivement par rapport à toi. Et c'est, il y a à peu près 1 an, je me rappelle que tu avais publié sur un livre que je venais de lire, qui était Système 1, Système 2. Et c'est là où j'ai fait La base. La base, même si aujourd'hui, livre très intéressant même. On en reparlera, mais ça, moi je trouve que ça fait une bonne introduction en tout cas. Et c'est là où je me suis dit, ce serait intéressant qu'on échange, puis le temps faisant, on se retrouve enfin. Et avant de plonger un peu dans le sujet, j'aime bien poser la question, comment tu te définis professionnellement, toi ? Moi, je suis un HPI, moi. Je suis un HPI, multitâche, je touche à tout, je suis un peu à la Descartes, je préfère savoir un tout petit peu de tout, que d'essayer d'être spécialiste dans une seule chose. Mais ça touche un peu tous les pans de ma vie, parce que je trouve que il y a tellement de choses interconnectées que j'aime bien avoir une vision un peu heuristique des choses, un peu ou holistique. Heuristique. Je t'avoue que je ne sais jamais faire la différence. J'ai sans doute une vision les deux. Voilà. Euro-holistico, quelque chose. J'aime bien imbriquer les choses, quoi. J'aime bien imbriquer les choses, et je trouve toujours des passerelles en fait entre les univers, et je crois que ça me définit un petit peu. C'est un imaginaire assez créatif, que j'accepte vachement, que je travaille vachement, qui me nourrit en fait. Et puis je pense que si on demandait autour de moi, les gens disent assez facilement que je suis resté un peu un gamin. Mais j'assume, quoi. Jeux vidéo, dessins animés, ouais.
Bah, je me rappelle que avoir été une ou deux fois dans tes locaux à Brainstorm, alors quand vous étiez, je crois, encore route du meuble. Ouais, on est toujours. Vous êtes toujours, hein, Mm. oui, vous êtes toujours. Et très inspiré, effectivement, de cette culture un peu. Pop culture, Pop clairement. culture, ouais. Ah, clairement. Ouais. Pop culture dans le sang, biberonné au Club Dorothée. Mm. Avec. Ouais, ça m'a clairement forgé. Hein. Les films des années 80, avec les pistolets avec des munitions infinies. Enfin, ouais, j'ai beaucoup d'amour pour cette période-là. Je la chéris un petit peu. Toi, je ramène, ouais, je vais dans une brocante, je ramène les petites conneries de cette époque-là, les machins, et puis ça me crée mon petit univers au bureau, ouais. C'est la solostalgie, c'est la truc comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Mais je trouve vachement de réconfort là-dedans. Ouais. Et du coup, tu me disais là, enfin tu nous disais en début d'interview d'échange que tu t'es intéressé au neuromarketing donc durant le Covid, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené un peu à ce domaine-là en fait, parce que c'est pas un domaine qu'on choisit comme ça quoi. Alors en fait c'est presque par obligation parce que il arrive un moment dans le métier où pour pas dire des conneries tu vas chercher des chiffres, des faits, et donc notamment pour un pan entier de notre métier qui concerne le commerce. Je crois que c'est vraiment le commerce qui m'a amené à ça. Sur mieux vendre, mieux persuader, mieux convaincre. Et puis d'un coup, tu te rends compte qu'il y a une différence entre persuader et convaincre. Et donc, il y a plein de mécaniques et de leviers comme ça qui fonctionnaient. Et puis, quand tu commences à creuser là, ces études-là, il y a quelque chose qui commence à ressortir énormément depuis une dizaine d'années. C'est tout ce que nous apprenait l'imagerie médicale, ce qu'on était capable de comprendre maintenant dans le cerveau. Et beaucoup de gens s'y sont intéressés parce que le premier truc dont on s'est rendu compte, c'est que en fait, les gens ils disent pas du tout ce qu'ils pensent, quoi. Enfin, même s'ils pensent dire ce qu'ils pensent, hein. Le fait est que ça fonctionne peut-être pas comme ça. Et donc ces arcanes-là, moi quand j'étais juste au départ aller chercher des études, hein, des chiffres pour dire à mes clients, regardez, aux États-Unis, voilà, voici les résultats, c'est comme ça, donc peut-être qu'on devrait penser. Et t'as un petit nom d'un auteur qui sort et puis une étude et donc, je me suis vraiment inondé d'infos comme ça. Et puis, bon an, mal an, t'as un auteur qui, lui, s'est passionné aussi pour le truc, qui se met à écrire autre chose, qui creuse le sujet, etc. Et en fait, moi, je suis allé de bouquin passionnant en bouquin passionnant, qui se répètent souvent parce que l'un s'appuie sur l'autre, etc. Mais surtout sur ces quelques années. Donc, c'est vraiment ça qui m'a mis dedans, c'est d'aller chercher de l'info. Okay. Et ce qui m'a fait rester dedans, c'est la rapidité à laquelle une théorie était dégommée par la suivante, quoi. Et le cerveau, on le comprend, et on le comprend. Et en fait, non. Mais quand même, on avance, quoi. C'est-à-dire que Kahneman, c'est vachement bien, mais il est déjà un petit peu décrié, alors que c'est le pionnier du truc, quoi. Ouais, il a posé les bases, et aujourd'hui, son système duel, notamment ce qui est remis en cause, est très... je vais pas dire remis en... mis de côté, mais on reconstruit par-dessus, on le nuance, on apporte des compléments, et c'est très intéressant. Et c'est vrai que, je reviens un peu sur ce que tu disais, c'est vrai que la partie, le domaine très général dans lequel tu t'adresses, qui est la communication, même si c'est aujourd'hui, tu parles, je pense que tu es plus centré branding au niveau de votre boîte. Moi, je l'avais perçu un peu pour avoir abordé de manière un peu plus détournée, parce que moi, j'étais dans le domaine de la vidéo, donc je ne vais pas dire sous-domaine, mais une partie très spécialisée. C'est vrai que j'avais la même problématique de dire il faut une intro de 3 secondes parce que ça accroche plus, c'est ça. Et souvent, c'était c'est des choses qu'on lisait dans la presse, un peu spécialisée, mais j'ai toujours eu ce manque aussi un peu de pas comprendre pourquoi je disais ça. Et se dire, oui, les réseaux sociaux, ok, il faut une intro, et en 3 secondes, tu dois avoir accroché la personne. Pourquoi ? C'est des statistiques qu'on sort, des choses comme ça, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Ça. Donc je comprends un peu ton parcours et où est-ce que tu as mené. Et si je devais... et d'habitude, c'est une question que je pose plus à la fin, c'est pour ça que ça m'amuse de la poser. Si aujourd'hui, au regard, et je pense qu'on va rentrer dans les détails après, au regard de tout ce que tu as lu,
un élément que tu as retenu vraiment sur la prise de décision, alors consciente, inconsciente, des choses comme ça, qu'est-ce que ça serait? Alors c'est vraiment parce qu'il faut choisir, mais s'il faut choisir, c'est le côté irrationnel, quoi. C'est le côté, même si tu réfléchis, il y a une partie de ta décision qui est irrationnelle parce qu'elle est biaisée, quoi. Ouais. Faut l'accepter, hein, puis on est tous... Alors, ce truc qui est génial, c'est d'être tous touchés de la même façon, parce qu'on est le résultat de millions d'années d'évolution du cerveau, donc il n'y en a pas un qui est plus génial que l'autre. On est tous touchés par ça. On peut un petit peu les combattre en venant injecter un peu de rationalité là-dedans. Mais selon ton vécu, ton expérience, et quand je dis ton vécu, ça peut être le vécu d'il y a 1 seconde ou d'il y a 10 ans. Ouais. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce truc, c'est tout, absolument tout laisse une empreinte dans ton cerveau. Et ça va venir jouer sur tes décisions. Bon gré, mal gré. Et donc, quand tu sais ça, tu commences à te dire, ok, en fait, c'est... Une fois que j'ai décortiqué comment ça fonctionnait, c'est là que j'ai compris pourquoi je trouvais ça passionnant. C'est que mon métier, c'est la com, que ça fait 20 ans qu'on dit que le meilleur moyen de communiquer, enfin en tout cas chez nous, c'est l'authenticité, c'est d'avoir un vrai produit, c'est de l'avoir pensé pour les gens, c'est de le vendre correctement, enfin de l'honnêteté, de la vérité. Et en fait, tu vas voir que je trouve que le neuromarketing t'impose ça, en fait. Une forme d'authenticité, parce que tu vas aller chercher en fait des empreintes très fortes dans le cerveau des gens pour jouer avec, pour susciter des choses. Et donc tu as une connexion immédiate, quoi. Tu vas chercher une vraie connexion presque à l'inconscient de l'autre directement. Et donc ça nécessite de l'authenticité, quoi. Sinon ça devient un peu... ça devient presque grave, quoi, tu vois. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu et je suis assez d'accord avec ta vision, c'est de dire que qu'on communique et qu'on va chercher quelque chose de faux, n'est peut-être pas le terme, mais d'incorrect ou vraiment qui donne une fausse image, enfin. Qui n'est pas vraiment de réalisme, en fait. La plupart du temps, on arrive à le détecter. Alors, la plupart du temps, hein, ça dépend aussi comment c'est fait, mais la plupart du temps, on arrive à le détecter parce que c'est pas dans nos schémas, quoi. C'est pas dans ce qu'on a vu. Et je vais prendre l'exemple des images. Alors même si ça s'est beaucoup amélioré, aujourd'hui, une photo IA, générée par l'IA, une photo réelle, on arrive encore à les distinguer, et je dis encore parce que peut-être dans 1, 2 ans, voire 6 mois, en fait, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué, parce que en fait, il y a certains sentiments d'irréalité qui apparaissent, et qui, pour moi, nous font dire « Ah, ça, j'ai jamais vu ça ou vécu ça ». Alors, c'est plus ou moins vrai ce que je dis, parce que maintenant, j'ai vu des tests où les personnes n'arrivent quasiment plus à différencier, mais ça se perfectionne. Mais tu vois, j'ai aussi ce schéma qui rejoint un peu ce que tu dis. C'est le bon schéma, c'est un excellent schéma, parce que le mécanisme majeur de ton cerveau, c'est la comparaison. C'est pour ça que le vécu, l'expérience, le truc joue à tout prix là-dedans. Il va commencer par comparer à ce qu'il connaît. Et effectivement, tu vois une image, tu le sens, quoi. Non seulement tu le sens parce que ça ressemblait pas vraiment à ce que tu avais vu jusque-là, mais après tu finis par le sentir aussi parce que tu as vu 1000 images générées par l'IA, qu'on t'a dit que c'était des images générées par l'IA, donc voilà, ton cerveau il commence à coller un truc dessus, la peau un peu lisse, le truc trop bien fait, enfin quelque chose d'un peu machin, et puis le 6e doigt évidemment. Moi je suis à la fois un peu excité, mais j'ai bien peur aussi que avant même la sortie de ce podcast, on n'arrive plus à faire la différence, hein, c'est déjà un peu le cas. On reparlera sans doute peut-être de l'IA, mais là on est plus dans la com que dans la décision. Cela dit, il y a des vraies grosses décisions entrepreneuriales là, à prendre au sujet de l'IA, et peut-être que ça peut intéresser des gens d'ailleurs. Tout le monde doit se poser la question en ce moment, quelle décision je dois prendre avec l'IA dans ma boîte, quoi. Ouais. Et c'est pour faire une dérive, parce que c'est vrai que c'est pas trop le sujet, mais je trouve ça le sujet très intéressant quand même. C'est vrai que l'IA aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, on ne mesure pas en fait l'impact que ça va avoir. Même moi, je ne mesure pas, hein, pour être très franc. Je vois sur des
de la création de contenu, par exemple, sur le podcast, moi je vois que il y a des outils d'IA qui sont rentrés dans ma vie en moins de 6 mois et qui m'aident beaucoup, tu vois, et qui m'apportent beaucoup, mais alors beaucoup dans la création de contenu, mais je pense qu'on ne soupçonne pas l'impact de l'IA dans certains métiers. Et j'entendais un podcast là, de Mathieu Stéphanie notamment, qui parlait d'IA avec une de ses invités et qui montait une boîte d'IA où c'est en fait quand tu décroches le téléphone et que tu appelles une boîte, c'est une IA que tu as au bout du fil et c'est comme si c'était un humain qui te répondait pour te répondre sur des questions plus ou moins basiques et sur en fait éviter par exemple des centres d'appel, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Et là, tu te dis ah ouais. Bah oui, hier ça, on se plaignait que les centres d'appel soient délocalisés dans les pays en voie de développement. Ouais. Et demain, ça va être délocalisé dans ton sous-sol, quoi. C'est ça, c'est marrant. Mais bon, ça c'est l'IA. Mais justement, on parle d'IA, mais décision, tu me dis décision entrepreneuriale. Toi, comment tu vois un peu, quelle décision justement tu as pris à peu près parce que tu es très touché, en fait, toi tu es beaucoup dans le visuel, c'est les premiers domaines d'IA qui ont été vraiment popularisés. Nous, tous les métiers de la com sont touchés de la rédaction à l'image. En tant qu'agence, moi je défends le principe du l'IA est un outil. Bah, je pense qu'on serait un peu idiot d'aller se battre contre le truc. Ça me paraît compliqué d'éviter que ça se répande comme la peste ou comme un véritable progrès. J'aime bien toujours imaginer que ça peut générer autant de métiers que ça peut en supprimer. Et à ce titre, bah, ma décision, c'est avec le reste de l'équipe, hein, on s'y met, quoi. On teste en tout cas, on regarde ce que ça va, on voit les limites. Et évidemment, on en a vu des limites. Et la principale limite que je vois aujourd'hui pour le métier que je fais pour mes clients, et attention, hein, je ne dis pas du tout que ça ne va pas être réglé très rapidement. Il y en a déjà qui se positionnent très très bien là-dessus. Mais c'est l'authenticité, quoi. C'est moi le danger que je vois là-dedans et qui touche un petit peu le sujet de la décision dans son sens le plus large, hein, c'est le côté mouton, quoi. C'est le côté on va finir par ne lire que des trucs écrits par des robots, voire que c'est des robots qui vont lire et commenter des trucs écrits par d'autres robots. Enfin, ils vont finir par discuter entre eux, les mecs. Et on le voit déjà sur LinkedIn, sur machin. Enfin, j'ai des posts, c'est des copycats, quoi. Quand il y en a un qui a écrit 5 techniques à me voler pour cartes et machin, putain, j'en lis 10 dans la journée qui disent 5 techniques à me voler pour truc machin. Tu les sens, les trucs écrits par ChatGPT et moi, le seul problème que je vois là-dedans, c'est qu'on défend, nous, en branding, que il faut être différenciant, il faut être clivant, il faut avoir un discours, il faut avoir quelque chose à dire. Bah, c'est pas compatible aujourd'hui. Voilà. Et je suis assez d'accord et je suis assez en phase avec ça, hein, pour dire que voilà, pour moi, il faut aller vers, faut voir ce que ça donne en fait, faut le tester, mais aussi pour comprendre les limites et comprendre. Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il y a des limites ? Les limites aujourd'hui qui sont plus demain et comprendre aussi qu'est-ce qu'on. En fait, si quelqu'un découvre aujourd'hui une image de l'IA, il ne va pas comprendre ce que c'est. S'il n'a jamais entendu parler d'IA, il va dire fais ça, c'est bien. Et puis il va plus facilement se laisser influencer. Et on en revient au sujet effectivement de la décision. Il va plus facilement se laisser influencer. Alors ce que tu disais tout à l'heure, si tu as vu 1000 images, si tu as fait des tests, si tu sais, bah, tu vas pouvoir dire ok, l'IA c'est ça, je sais que, attention, lorsque je dois faire un choix sur un truc, là c'est peut-être une image générée par IA, donc c'est peut-être un peu plus faux, attention. Et avoir ce warning et moi, je pense quand même qu'il faut légiférer, quoi. Je pense quand même qu'il faudrait que c'est image générée par IA, ça doit être automatique et obligatoire. Ouais. Les deepfakes, on sait que ça peut être dangereux. Ouais. Mais en même temps, je veux pas du tout diaboliser, quoi. L'IA, d'un autre côté, elle résout des problèmes mathématiques, elle fait avancer la médecine. C'est aussi des belles choses, quoi. Ouais, complètement. Mais ça moi, ça m'amène quand même à... Bon, pour revenir un peu sur le sujet du podcast, je vois l'IA aussi beaucoup jouer sur les biais. Enfin, c'est un truc qui va appuyer beaucoup. Parce que quand tu disais, c'est des posts qui sont dupliqués sur LinkedIn, des choses comme ça. En fait, on voit ce qui marche, donc on réplique. Et pour moi, en fait, ça se rattache... en fait, un peu au biais et de voir,
Là, j'ai repéré un biais et je vais dupliquer. Tu vois. Donc c'est intéressant aussi. Tu crois que l'IA, en fait, elle va être un peu l'architecte de la moutonnerie générale parce qu'en fait, elle ne fait que dupliquer des choses, quoi. Bah, C'est une probabilité, hein. ouais, pour moi, c'est une possibilité parce qu'elle va peut-être pas appeler ça biais, elle va peut-être pas, mais elle va reconnaître un schéma qui fait que peut-être on l'accepte plus. Ouais, jusqu'à ce qu'on lui dise, jusqu'à ce que tu lui ordonnes ou que tu la Mm. programmes, machin, pour faire un truc que personne n'a jamais vu, tu vois. Ouais. Et auquel cas, enfin, je sais pas, Ça, je sais pas. Mais ça va en tout être. cas, tout est possible, quoi. Ouais. Mais ça m'amène au biais cognitif, parce que toi, le biais cognitif, c'est quand même un sujet qui est très prenant Obligatoire, dans même. ton métier, Mhm. donc, et tu y es confronté tous les jours. Alors, je dirais pas confronté, du coup, Mhm. mais c'est dans la boîte à outils. C'est dans Ouais. la boîte à outils. Dans mon métier en particulier, parce que là, il y a des. Là, je viens juste je vais pas dire de lire, de finir, parce que c'est l'encyclopédie des biais cognitifs, donc tu vas pas le lire comme un roman sur ta table Ouais. de chevet. Mais tu peux aller voilà, piocher dedans un peu au hasard, ou alors aller chercher une def. Et il y a un nombre incalculable, et je pense qu'on n'aura jamais fini en fait de les recenser, puisque Mhm. c'est quand même une étude du cerveau, et on sait bien que c'est un peu comme l'étude des fonds marins. On n'a pas fini le truc, quoi. Et en fait, il y en a un certain nombre qui viennent et reviennent, Mhm. euh, même si tous nous influencent, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même régulièrement sur les podiums. Euh, et où aujourd'hui, on a 100 ans de pub derrière nous pour pouvoir déconstruire des schémas et se dire, ah, avant, on savait pas pourquoi ça marchait, tel Mhm. truc ou tel machin. Et maintenant, on sait. Et c'est à la fois fabuleux et effrayant, quoi. Je suis d'accord avec et c'est marrant parce que toi tu le vois dans la pub et moi je l'ai vu notamment à travers un livre que j'ai lu sur la prise de décision en entreprise où on voit aujourd'hui il fait un peu le même travail d'archéologue où il revient sur des décisions de grandes boîtes. Il dit bah là c'est potentiellement, alors il dit toujours potentiellement parce que Ah, intéressant, ça. voilà, tel biais qui a été parce que le dirigeant a pensé avoir une biais d'autorité, alors personne n'a réussi à le contester et tout ça. Donc ouais, c'est intéressant comme bouquin et je le recommande fortement. Bien sûr, je vais perdre le nom là, mais je vais aller le rechercher là tout de suite. Mais c'est un livre vachement intéressant. Je te le recommanderais complètement. Le biais d'autorité, je me souviens très bien. C'est peut-être le premier qui a tout de suite eu une vraie image en moi avec ces publicités du dentiste qui te recommande Oral-B ou Matt Lesguy. Ouais. Matt Lesguy qui te recommande tel dentifrice, machin. Et là, déjà, le biais d'autorité, il m'avait vraiment frappé parce que j'étais allé me renseigner et j'avais appris que en France, par exemple, tu n'avais pas le droit d'aller voir un vrai dentiste pour lui dire de faire de la pub pour tel ou tel produit. Et donc, quand une marque faisait ça, elle allait en Angleterre ou aux États-Unis pour tourner. Et c'est pour ça que tu voyais des pubs avec un doublage un doublage complètement naze, tu sais, sur la bouche là. Alors que Lesguy, lui, bon, bah, il n'est pas dentiste, donc il avait le droit, mais c'était un biais de halo, parce que tu avais l'habitude de le trouver génial dans son émission, et deux, un biais d'autorité, puisqu'il était associé à une démarche scientifique, donc bah, le dentifrice était forcément scientifiquement excellent, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que ce fameux dentiste, notamment qui est passé, alors je ne saurais pas de dire le nom de la pub ou pas, mais qui est un dentiste anglais, qui est un Français en Angleterre. Ah oui. J'ai travaillé pour lui, enfin pour lui, oui, mais enfin, pas avec lui, pas directement sur un de ses sites internet et c'est tout à fait après. Moi je regarde, genre j'avais pas de télé. C'est très lol. Ça. Et je l'ai retrouvé après, j'ai fait mais. J'ai mis ces images sur un site internet de lui. Et c'est là où j'ai compris. Donc voilà, c'est très marrant. Bon, petit aparté. Mais ouais, le biais d'autorité, et c'est fou. Moi, alors, dans la com et après dans la décision d'entreprise, je suis assez subjugué par le fait comment les biais cognitifs impactent nos décisions, en fait. Bah, d'une force incommensurable. Hein. Ouais. C'est spectaculaire. C'est toute la journée. C'est le moindre truc. Et puis
enfin, ça s'explique, hein, ton cerveau, il veut faire des raccourcis, ton cerveau, il veut faire le moins d'efforts possible, ton cerveau, il veut comprendre, ton cerveau, il veut de la logique, et donc, il va aller très vite pour prendre des décisions, celles que tu n'as pas forcément besoin de rationaliser, ne serait-ce que quand tu respires, tu vois. Tu n'es pas en train de réfléchir à respirer. Et donc, à chaque minute de ta vie, en fait, tu es impacté par ce truc-là, en bien ou en mal, hein. Des fois, on parle de biais, mais il y en a certains qui nous sauvent la vie, hein. Il y en a certains qui sont excellents, en fait. Oui, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que les biais ne sont pas forcément négatifs. Ça a une connotation négative, mais la plupart du temps, c'est tout à fait positif. Et ben, genre, je reviens à Kahneman qui expliquait que pour faire 1 plus 1, on n'a pas besoin de réfléchir, on fait 2. Alors que si on fait des multiplications de 2500 fois 5000, bah, là, on est obligé de réfléchir un peu. Et là, du coup, Tu connais la blague du mec qui passe un entretien là, pour un poste prestigieux, le gars il dit il faut être fort en maths, hein, et le gars lui dit je suis très très fort en calcul mental. Donc l'autre lui dit ah ouais, 2712 fois 804. Et le gars fait 17 784. Pas du tout, non, mais c'est rapide. J'aime bien. Mais ça montre comme quoi, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, hein, les biais cognitifs sont loin d'être négatifs. Alors des fois ça nous sauf amène le biais de négativité du coup. Sauf le biais de négativité. C'est qui nous amène parfois à des erreurs. Mais il y a, en fait, les erreurs ne sont des erreurs que dans un contexte. Il y a en ça la décision. Il y a un conte indien comme ça qui est vachement intéressant. Je n'ai plus tous les détails, mais où l'empereur vient chercher le fils d'un paysan pour partir à l'armée, machin. Et donc le paysan trouve ça horrible, puis en fait le mec se casse la jambe, et donc du coup il va pas, mais en fait il peut pas faire les champs, et en fait machin, et en fait de conséquence en conséquence, ou de décision en décision, tu ne peux jamais savoir en fait si une décision elle est bonne ou pas bonne. Même si tu grattes un ticket de loto et que tu gagnes 1 million, bah c'est génial, jusqu'à ce que on vienne chez toi pour te dépouiller, te cambrioler parce qu'on t'a vu passer à la télé, tu vois. Donc moi, s'il y a un truc que j'aimerais vraiment désacraliser, c'est le pouvoir de la décision, quoi. En fait, la vie, c'est pas qu'un enchaînement de décisions, quoi. Tu pourras prendre toutes les décisions que tu veux, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Déjà, c'est quasiment impossible d'en juger. Il y a d'ailleurs un truc qui est formidable là-dessus, que je veux absolument que tu traites dans ton podcast, qui est à quel point est-ce que... Il y a un test comme ça sur les internets, c'est... le test de moralité. Ah oui. Et qui va très très loin, qui comporte 16, 17, 18 questions comme ça, où genre t'es sur des rails, soit t'écrases un enfant, soit t'écrases 3 trucs, ou alors soit tu sauves 5 patients, soit t'en sauves qu'un, mais lui il est docteur alors que c'est des truands. Jusqu'où va ta moralité? Et là il y a des décisions à prendre. Ben, je t'invite à traiter ce sujet parce que la décision fait partie intégrante de ce truc-là, et elle est liée à la moralité, qui est un vecteur pour juger d'une bonne décision ou pas, la moralité. Alors que tu pourrais très bien ne pas choisir ce vecteur-là et dire j'ai choisi cette option-là, j'ai gagné 12 000 euros en 3 heures avec des cryptos, si je l'avais pas fait, j'aurais pas gagné ça. C'était une bonne décision. Ouais, mais est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est truc, tu vois? C'est vrai. Alors il y a deux notions que tu énonces que je trouve très très intéressantes. C'est déjà la notion de bon mauvais. Est-ce qu'il existe une bonne décision? Est-ce qu'il existe une mauvaise décision? C'est très compliqué à dire, et j'ai même appris, parce que c'est vraiment... et d'ailleurs, c'est marrant, parce que maintenant, je l'ai inclus dans ma nouvelle intro de podcast, qui me fait dire, est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise décision? Parce que jusqu'à récemment, en fait, j'en parlais comme ça, mais tu te rends compte que, en fait, quand tu prends une décision, elle n'est pas bonne ou mauvaise. C'est, comme tu le dis, le contexte après qui fait qu'on la qualifie. Et ça, je trouve ça intéressant de mettre ça en perspective, parce que souvent on se dit après coup, c'était une bonne décision. Oui, c'était une bonne décision parce que les circonstances ont fait que. Ça aurait pu être une mauvaise décision si on avait un élément qui avait changé, et il y avait toute une autre situation qui serait apparue. Ouais, mais ça crée des multivers, et puis voilà.
Donc, du Voilà. coup, Bon, on va pas rentrer dans le sujet, mais effectivement, mais je trouve que cette mise en perspective est très intéressante. Et le deuxième élément que tu énonces, qui est la moralité. Parce que, et moi j'aime bien dire, c'est aussi, alors je vais élargir volontairement dans le sens où c'est la perspective qu'on a de la décision. Parce que des fois, tu parles tu vois, du gagnant de loto qui a gagné 1 million. Pour lui, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais pour les 999 000 autres qui ont joué, bah, c'est une mauvaise nouvelle. Et il y a cette perspective des choses quand on se met d'un point de vue ou de l'autre qui fait dire « Ah, ouais, bah, la décision, en fait, n'est pas perçue pareil. » Et donc, j'en viens au point qui est de dire que bah, la décision, en fait, elle est très, très soumise à notre jugement, à notre moralité aussi, hein, parce que je n'ai pas parlé tu as parlé de moralité, c'est vrai. Et pas tant à... Il y a une question de perception qui est vachement importante et que moi, je n'avais pas saisi au début quand je me suis intéressé au sujet de la décision, en fait. Je me suis dit, OK, il y a bon, mauvais. Et vraiment, et mon truc, j'en discutais avec mon frère, je lui disais, moi, ce que je veux trouver, c'est une méthodologie pour prendre une bonne décision. Ah, c'est une quête... En fait, déjà, il faudrait définir les termes. Ouais. Ensuite, t'es obligé de te sortir du game parce que t'es biaisé. T'as le biais d'autoconfirmation, le biais de machin qui va faire que... ou le biais de négativité, ou enfin, surtout sur les décisions, hein, les biais ils sont hyper importants. Tu vas penser que ta décision elle est bonne parce que tu trouves que tous les arguments que tu as mis côte à côte ils légitiment cette décision, mais en fait tu as surtout mis de côté les arguments que tu jugeais bons. Et Spinoza dit un truc génial là-dessus, il dit nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Et là, le mec, il a écrit ça il y a longtemps. Hein. Et là, le mec, il avait capté, en fait, que c'est pas toi qui décidais si t'aimais ce truc-là ou pas. Enfin, je trouve ça fabuleux, quoi. Ouais. C'est le... Tu as pris cette décision parce que tu t'es auto-influencé, presque. C'est fort. Et ouais, c'est fort. J'ai l'impression que c'est pas un truc qu'on peut combattre. C'est un truc qu'on peut savoir et c'est un truc qu'on peut accepter. Et après, il y a une notion d'instinct, d'intuition, d'expérience qui va venir alléger un peu ce truc-là. C'est-à-dire qui va venir t'aider en fait à détricoter tout ce... parce que c'est vraiment le bordel, hein, là où en fait complètement. Tout fonctionne en même temps, toutes les diodes s'allument en même temps, tous les trucs machin, enfin, c'est assez génial à voir même des fois. Et tu peux pas faire grand chose contre ça, ce serait... En fait, si tu voulais combattre ça, chaque décision te prendrait 2 jours et demi. Parce que tu serais obligé de faire intervenir tellement d'éléments sur oui mais attends, est-ce que j'ai pas été traumatisé dans mon enfance? Attends, est-ce que c'est pas parce que je viens de voir La couleur des sentiments sur M6 en rediff que je pense que machin? Est-ce que c'est pas parce que je l'ai vu en VO ou en VF et que du coup la voix du mec il a l'air vachement plus méchant, c'est lui le méchant, c'est trop. Ouais. Donc je pense qu'on peut pas. Je suis assez d'accord. Mais ta quête reste... c'est justement parce que c'est peut-être impossible que cette quête elle est géniale. Est-ce qu'on peut schématiser une bonne décision, enfin un phénomène, une prise de décision, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et tu vois, ça m'a fait évoluer, moi, et notamment avec tout ce que je lis, et je pense qu'on a des lectures très parallèles, hein, ça m'a amené à ne plus chercher le process pour faire de la bonne décision, mais pour prendre la décision la moins biaisée possible. Tu vois ? Parce que je suis complètement d'accord que individuellement, et d'ailleurs les études le montrent plutôt facilement, que se débiaiser, c'est quasiment impossible. Ouais, je suis d'accord. On peut être plus alerte, c'est-à-dire se dire « Ah, attention, je vais prendre cette décision. » Alors, pas est-ce que je veux parfum menthe, parfum à chocolat pour ma glace, mais tiens, je vais acheter une nouvelle maison qui va m'endetter à 25 ans. Est-ce que c'est la bonne décision ? Enfin, est-ce que c'est une décision qui est non biaisée ? Et là, on peut, en se disant ça, on sait qu'on peut être un peu plus alerte quand on connaît un peu le sujet et ça, mais ça n'empêchera pas qu'on soit biaisé dans tous les cas, parce que, comme tu le disais, c'est notre cerveau qui est comme ça et on ne va pas contre la nature du cerveau.
Mais c'est intéressant que toi, tu prennes cette approche de comment... Bah, du coup, est-ce que la bonne façon de faire, ce serait pas de se dire, je prends une décision non biaisée. Une autre perspective, ça pourrait être de se dire, puisque de toute façon, mes décisions, elles sont biaisées et que leurs conséquences peuvent être multiples et qu'elles ne sont pas les mêmes pour moi que pour celui d'à côté, etc. Est-ce qu'en fait, une bonne décision, c'est pas juste une décision, par exemple, qui me rend heureux? Faut de nouveau définir les termes. Est-ce que c'est heureux, machin, ou est-ce que c'est heureux, bidule? Mais aussi dans cette dimension-là, tu retrouves de la chimie. Et c'est un point hyper important. C'est-à-dire que on n'est pas juste en train de te dire philosophiquement, t'es biaisé parce que t'as eu des traumas, parce que t'as eu des machins. Aujourd'hui, il y a des zones du cerveau qui s'activent, des trucs machins, et il y a des endorphines, de la sérotonine, de la dopamine qui s'activent, qui se transmettent, qui machin, et ça on peut le voir. Et cette chimie-là, ben, c'est de la voir s'activer qui rend le truc un peu cool. C'est-à-dire que tu peux presque jouer à l'apprenti sorcier, dire attends, je vais te dire le mot sexe, ouh, ça a allumé tel endroit du cerveau, c'est trop marrant. Et tiens, juste après, je vais te faire dépenser des sous. Top, ça marche vachement mieux. Et ça, en fait, ça va très très loin. Et tu sais, on voit un peu chacun notre univers, on est un peu le nombril de notre univers, c'est normal, quoi. Ouais. Et là, il y a peut-être une décision à prendre pour changer les trucs. Une fois que ce sera très mature, tout ça, qu'on aura compris que, bah, en fait, ton cerveau, tac, tac, ça marche comme ça. Soit tu poses des règles de moralité. On voit bien ce que ça donne. Personne n'est d'accord, forcément. Soit tu fais quelque chose de très individuel. Est-ce que c'est compatible avec la société? C'est pas sûr. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ta liberté s'arrête ou commence celle des autres? Et heureux, ça veut dire quoi? Donc est-ce que si tu joues à la PlayStation et que tu lootes de ouf et que tu arrives à choper la dernière épée du machin parce que tu as trouvé la clé qui était dans la poche du truc, que tu as réussi à voler parce que tu t'étais amélioré en skills pour choper le truc et que tu arrives enfin à avoir cette épée qui est de ouf, qui coûterait hyper cher, machin, et hop, ça te génère un petit truc dans le cerveau? Est-ce que tu as pris la bonne décision de jouer 4 heures à ce jeu vidéo parce que ça t'a rendu un peu heureux, tu vois? Je sais pas s'il y a une réponse à ce truc-là, mais on a le droit de se poser la question de... Enfin, c'est normal que ce schéma rentre dans le truc de qu'est-ce que c'est une bonne décision, quoi. Ouais. C'est très intéressant parce que effectivement, et tu vois, c'est là où j'adore faire ces podcasts parce que tu vois, tu me colles une facette de la décision que j'avais pas envisagée. Moi, j'étais très sur la décision en entreprise et c'est l'axe de mon podcast. C'est pour ça que je vais voir des chefs d'entreprise. Là. Comment en entreprise on peut prendre une décision opérationnelle, quoi. Voilà, opérationnelle où le sentiment, le bonheur rentre peu en jeu. Je veux dire peu parce que ça peut être le cas, ça peut... Voilà. Et c'est vrai que, tu vois... et donc c'est pour ça que moi, je vais vers des entrepreneurs, des gens comme ça, pour comprendre un peu leur process de décision. Et on est très, très technique, très... Voilà. Alors que là, tu vois, tu viens de me mettre un revers de la main, de me dire, ouais, mais la prise de décision aussi, est-ce que c'est pas... le bonheur, être heureux, des choses comme ça, tu vois. Il y a un peu de ça au poker. Ouais. T'as eu un joueur de poker déjà dans le podcast? Non. Ça, tu devrais aller les chercher parce qu'en prise de décision, c'est un univers. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé le poker pour un truc complètement... Enfin, quand j'ai compris un côté très rationnel. Au début, tu joues au poker et t'es mais tellement biaisé. Partout, par l'ambiance, est-ce que tu es un petit joueur ou un gros, est-ce que tu as beaucoup de jetons ou pas beaucoup, est-ce que l'autre il t'impressionne, est-ce que ça fait 3 fois de suite qu'il fait tapis, est-ce que machin, forcément c'est compliqué, tout le monde tous les stimuli sont là pour te biaiser le cerveau, quoi. Mais le poker, c'est un jeu de statistiques. Et tous les joueurs pros te le diront, c'est si tu suis les statistiques. Ok, j'ai ça dans les mains, il y a ça sur le board, donc j'ai X% de chance d'améliorer ma main avec ça ou ça, il y a tant dans le pot, le mec il joue tant, le ratio il est donc de 0,1, 2, je sais pas quoi machin, si ce ratio il est au-dessus de ma chance d'améliorer ma main, j'y vais pas, s'il est en dessous, j'y vais, voilà. Si tu suis ces stats, sur le long terme, t'es gagnant. Mais qui a envie de jouer au poker que comme ça? Et donc, le poker c'est toujours un mix de... Ok, il y a
il y a une partie de connaissances, de mathématiques, de probabilités, de stats qui est hyper intéressante. Et si tu les connais pas, faut pas aller aux grandes tables, quoi. Et puis il y a cette partie d'instinct, quoi. Est-ce que ce mec il bluffe? Ou est-ce que moi là j'ai envie de bluffer, tu vois? Et qu'est-ce que ça va m'apporter comme décharge d'adrénaline et ta décision, parfois, parfois le mec il va y aller sur un bluff, sur un truc alors qu'il a cud, un petit tapis, un truc. Mais il va y aller parce que il en avait besoin de cette décharge d'adrénaline pour assurer les 2 heures de tournoi encore derrière. Alors que si c'était laissé endormir par les stades, des trucs machin, bah, il serait mort à petit feu, tu vois. Ouais. Donc j'aime bien cet univers pour la prise de décision. Je pense que c'est un truc que tu pourrais creuser aussi. Ouais, mais je t'avoue, alors j'ai pas de connaissances directes et j'en connais pas, mais ça serait volontiers que je parlerais avec quelqu'un dans cet univers-là, parce que bah, c'est effectivement très intéressant. Effectivement, moi je suivais des fois quelques tournois de poker, mais voilà, de loin, et j'avais vu quelques interviews, et ce que tu décris est tout à fait... D'ailleurs, tu trouveras des joueurs de poker pro. Alors quand on dit pro, c'est qu'ils gagnent leur vie avec, mais très souvent qu'ils sont entrepreneurs aussi. Hein. Ils ont investi ici, ils ont une marque, ils ont un truc. Enfin, tu vois, ça se trouve. Moi, j'en suivais un qui donnait des cours derrière, enfin qui vendait, voilà. Et effectivement, en fait, ces gens, et c'est des gens. Alors, pour ceux que j'ai vus à travers des écrans, hein, c'est des gens hyper rationnel en fait sur cet aspect-là, hein. Je dis pas sur tout le reste parce que bon, des fois voilà, mais sur ça ils vont te dire ok, ce que t'expliquais, ok là j'y vais parce que tel % de chance, ok, ah ouais, bon. Et là scotché quoi. Après effectivement il y a la part plus d'irrationnel qui peut rentrer en jeu. Ah j'ai cru, je savais que j'avais tel % de chance mais j'y suis allé quand même. Et bon, moi je pense que de toute façon tous les dirigeants, des entrepreneurs, ils ont tout à apprendre du processus de décision chez des mecs qui sont pas entrepreneurs. Tu prends un quarterback qui 25 fois par match doit décider entre est-ce que je fais une course, est-ce que je fais une passe, est-ce que je suis le protocole de ce qu'on s'est gueulé entre les genoux, ou est-ce que je fais un peu comme je veux, machin. Le mec il est payé des millions pour ça, hein. Et il prend une décision en un quart de seconde, quoi. Enfin, je trouve ça c'est chaud, quoi. Et en plus je suis quasiment sûr que si tu lui poses la question comment tu fais pour décider quand tu es là face, tu as la balle dans la main, est-ce que tu dois courir ou le lancer, ils te disent bah l'instinct. Ah mais ça c'est sûr, parce que l'instinct ça vient de l'expérience. Et ils répètent tellement souvent leurs gestes que clairement qu'il y a des raccourcis qui se créent, quoi. Et oui, des fois t'as une vision plus globale du truc. Je sais pas si le mec il sort de son corps, une projection astrale pour voir tout le terrain d'en haut, tu sais, et en une demi-seconde, mais je pense vraiment que c'est ça qui se passe. Il y en a, ils ont cette vision-là, quoi. Ils arrivent à prendre un recul, un truc, machin, très très rapidement, comme si tu le sentais. C'est vachement cool d'entendre les gens dire ça. Hein. Je l'ai senti, machin. Alors, ils disent souvent plus quand ça a bien marché que l'inverse, mais... Évidemment. C'est un peu... Est-ce que l'intuition reste de l'intuition quand tu t'es foiré? Ah, j'avais l'intuition. C'était pas ça, hein. Non, mais quand même, j'avais l'intuition. Je sais pas. Mais bon, mais tu vois, c'est marrant alors que, et c'est vraiment le truc que j'ai vu moi dans le domaine de l'entreprise où tu vois, alors beaucoup d'entrepreneurs me disaient oui, quand je leur demande comment tu décides, ils me disent à l'instinct. Bon, ok. La plupart du temps, c'est tout à fait vrai, mais ils ne disent pas que derrière, ils ont été interrogés, ils ont été questionnés, machin. Donc, en fait, ils vont chercher du conseil à droite à gauche la plupart du temps. Après, ça arrive que des dirigeants décident tout seuls, enfin, décident et ne se fassent pas conseiller, mais je trouve ça un peu toujours, pour avoir été dans cette position, toujours un peu compliqué de se dire, sur les très grosses décisions, et tout ça, de se dire... Là, je vais vraiment vendre ma boîte. Là, je vais vraiment prendre ce tournant à 180 degrés pour finalement la boîte, on va faire ça. Quand ça engage des centaines de milliers, voire des millions, bon, souvent, voilà. Moi, je pense que c'est bien à dire comme ça après en interview, hein, mais moi, en recrutement, quelqu'un me dit moi, les décisions, je les prends à l'instinct. Je trouve ça un peu cool parce que moi, je décèlerais l'expérience derrière ça, mais s'il vient pas en rajouter une couche sur bon, il y a quand même un côté rationnel, j'analyse les chiffres, ou alors je vais demander aux autres, tu vois, je fais un retour d'expérience, j'aurais quand même un petit doute, quoi. Et tu vois, par contre, j'ai fait un podcast, alors qui n'est pas encore sorti, mais qui sera sorti lorsque celui-ci sortira, avec un gérant de fonds. Et là,
Et c'est pour ça que je suis allé vraiment vers ce type de professionnel, parce que là, en fait, alors même s'ils n'utilisent pas, je crois qu'on n'a pas très beaucoup utilisé le mot de biais cognitif, des choses comme ça, ils ont un processus d'investissement qui est un processus hyper carré pour minimiser justement ce que, in fine, le biais cognitif. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui porte le projet, ils sont toujours deux. Après, ils le présentent une première fois en commission, ils font une première interview, les retours se font sans qu'on sache au début qui a fait le retour, et après ils discutent, et après ils font intervenir encore un autre groupe, et là tu fais « Ah ouais, ok ». Et là, tu vois, je trouve ça vachement intéressant dans ce type de process de dire, bah ces boîtes, elles font tout pour éviter d'être influencées par une personne. Et je trouve ça vachement intéressant d'un point de vue décisionnel de l'entreprise. Et je mets ça en rapport par rapport au quarterback qui est derrière, qui doit en une demi-seconde décider s'il jette la balle à droite, à gauche, et où il doit courir. Et pourtant... C'est fou de constater que ces process existent et de voir que chez nous, à l'Assemblée ou au truc, c'est toujours une bande de vieillards qui décident si les protections pour les filles doivent être gratuites ou pas, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est... c'est là où... Boum, politique, ouais. C'est là où je pense que autant je suis pas partisan pour beaucoup de choses et tout ça, mais je pense que le privé a quand même beaucoup d'avantages en termes de prise de décision, d'exécution, des choses comme ça. Alors tout n'est pas positif. Des fois, prendre son temps, hein, des fois du bon, d'avoir des gens un peu détachés à du bon, mais des fois, ça me fait... De toute façon, tout prend place dans un contexte, et souvent dans un contexte politique et économique, quoi. C'est le nerf de la guerre, quoi. Enfin, surtout si toi, tu as affaire à des entrepreneurs. Moi, aujourd'hui, on me demanderait c'est quoi une bonne décision. Forcément, si je disais, bah nous, on est passé à la semaine de 3 jours. Ouais, on est carrément en avance sur le temps. Oui, mais là, on va fermer parce que on n'a pas fait assez de chiffres, mais c'était sympa. Enfin, c'était sympa pour tout le monde, t'as pris une bonne décision, hein, tu penses, pour la santé mentale de tout le monde, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, parce que machin, mais n'empêche que t'as fermé. Ouais, donc, il y a toujours un contexte, quoi. Encore une fois, c'est cette question, tu peux pas y répondre. Qu'est-ce que c'est une bonne décision si tu lui mets pas un contexte, en fait. Ouais. Et ce qui m'amène, tu vois, on parlait de politique, et ce qui m'amène à dire que les politiques utilisent aussi beaucoup les biais cognitifs, de plus en plus. Alors, pas trop en France, enfin si quand même, mais moins que dans certains pays où voilà, c'est quand même vachement poussé. Hein. Alors moi, je suis pas apolitique, mais ça fait 10 ans que j'ai plus de télé, que je regarde plus les infos, que machin, parce que en fait, ouais, pour tout ça, quoi. J'ai un peu l'impression qu'on prend les gens pour des cons, et oui, il y a beaucoup de ça. C'est sûr que les mecs qui essuient les bancs de l'ENA ou des trucs comme ça, ils apprennent ce genre de trucs, quoi. Un des tout premiers bouquins que j'avais lu, c'était La manipulation des foules. Et c'était hyper instructif, quoi. Et quand tu vois que ça devient en fait un exercice de style, voire même, je pense qu'ils s'engossent, quoi. Tu vois, il y en a, enfin, pour eux, c'est fabuleux de réussir à manipuler une France entière, ou un stade entier, ou un truc machin, juste parce que tu as utilisé tel mot 2 fois plutôt que tel autre, tu vois. Et on se rend pas compte, hein, vraiment de... Je sors là d'avoir vu une expérience d'une prof qui divise sa classe en deux, tu sais, elle leur file un petit papier avec 3 mots dessus. C'est en anglais. Et elle leur dit pas, évidemment, qu'il y a 2 listes différentes. Et donc, il y en a qui ont... le mot bat, lemon et cinérama. Et elle demande, et les autres ils ont whirl, un autre mot de ouf là avec des consonnes, et aussi cinérama. Et en fait elle demande aux gens de faire un anagramme. Le premier mot bat, dès que vous avez un autre mot avec, vous levez la main. Alors tout le monde pense tab, tout le monde en une demi-seconde a levé la main. Et l'autre moitié de la classe, trouve pas, quoi. Deuxième mot, pareil, en une demi-seconde. Lemon, melon, tout le monde lève la main, tu vois. Et les autres, rien, parce que leur mot, il n'est pas possible, il n'y a pas d'anagramme avec. Donc déjà, ils se sentent con. Troisième mot, et là, les 2 parties de la classe ont le même mot. Et ben, cinérama, c'est American. Toute la première partie de la classe, elle lève la main, l'autre, non. Parce qu'en fait, elle s'est fait biaiser 2 fois de suite à se dire, bah en fait, moi, j'ai des mots impossibles. Enfin, ou alors, je suis con.
et ça les a empêchés de trouver le dernier, quoi. Mm. C'est hyper important, ça. Tu te rends compte la force du biais cognitif dans ton ego, quoi. Dans ta confiance en toi, dans la poursuite de tes études, en fait, tu changes des vies, quoi. Et moi, du coup, je pense que tout le monde devrait être... Aujourd'hui, on sait... je veux dire, moi, je suis partie de la génération qui a encore mis une fessée à son gamin, tu vois. En fait, oui, hein, il m'a fallu des années pour comprendre que celui que ça soulageait, c'était moi, quoi, en fait. Mm. Et je pense qu'on peut s'élever à tous connaître un petit peu ces trucs-là. En fait, c'est se comprendre, quoi. On n'arrête pas de se dire, il faut se comprendre, il faut s'écouter, machin. Mais est-ce qu'on se comprend vraiment si déjà on ne comprend pas que, quand on se parle, il y a déjà 50 biais cognitifs entre nous deux, quoi. Tu te rends compte de l'éducation qu'il faut pour ça, quoi. Donc il faudrait que tout le monde contribue un petit peu à ça, quoi. Dès le plus jeune âge, les parents, les profs, les élus, les trucs machin, et je pense que ça peut créer des sociétés différentes d'aujourd'hui, quoi. Je suis assez d'accord et je suis assez en phase avec ça parce que c'est moi maintenant que je découvre le sujet, hein, je me dis il y a certaines choses qui mériteraient d'être abordées lors pour qu'on en sache, même si on en revient à ce qu'on disait, hein, on peut pas être débiaisé très certainement, mais tu vois, en sachant des choses, on se dit ouais, des fois, ok, est-ce que là... et tu vois, j'ai fait un podcast sur la manipulation avec un intervenant qui me disait moi, je connais bien la manipulation, pourtant, la vendeuse du coin lui a vendu un truc et a réussi à le manipuler, parce qu'après, il a identifié comme quoi une manipulation pour lui vendre un truc en plus. Et il dit, ouais, je me suis fait avoir, quoi. Ouais, ça n'empêchera pas de se faire avoir ou pas, mais au moins après on peut se dire ok, là je sais. J'ai ressenti ça il y a très peu de temps. Je vais pas faire de pub pour une marque, mais je suis tombé sur une pub sur Instagram avant, il y a un an, un truc comme ça là. Et le mec sur la pub disait clairement, Internet m'a fait acheter ça, c'est génial. Il y a tout plein de trucs à la con, mais le mec était honnête, hein. Il disait c'est vraiment cool, il t'explique tout, mais il te dit bien, c'est Internet m'a fait acheter ça, donc déjà il était dans le spectacle, quoi, presque. Et donc je regarde qui c'est le mec, je vois qu'en fait c'est un mec fondateur de la marque, tout machin, je fais attends, sous notre gueule et ça machin. J'ai quand même acheté son truc parce qu'il y avait de la transparence, de l'authenticité, que je me suis dit, le mec il s'est mis en scène pour raconter ça, truc machin, donc bidule. En plus il y a les 5 étoiles, en plus c'est français, en plus c'est machin. Et franchement, hein, j'ai cliqué machin, et quand je l'ai reçu, je me suis dit, je le savais, quoi, que je m'étais fait avoir de ouf. Alors c'est un bon produit, hein, mais clairement, mon acte d'achat n'a pas du tout été rationnel. Ouais. Et t'as beau le savoir, hein. Et je pense qu'aussi des fois, t'as besoin de ça, quoi. C'est un échappatoire, c'est comme tu as fumé une clope pour te déstresser. Moi, j'ai arrêté de fumer quand je me suis dit qu'en fait on te mettait des trucs dedans pour faire croire à ton cerveau que t'aimais ça. Donc déjà en fait t'étais un peu là, tu te faisais bien avoir. Et ensuite que c'est plutôt vasoconstricteur la clope, tu vois. Donc ça peut pas vraiment te déstresser en fait. C'est pas mécaniquement ni chimiquement sous ta gueule. Et donc là je dis ok, bon, ils vont se passer de mes euros. Donc ça aide aussi, je pense, à comprendre, ça aide à prendre des décisions. Ça c'est forcé. Plus t'as d'éléments, plus tu prends la décision. Maintenant, est-ce que tu pourras un jour tous les avoir ? Non. Non, ça, pour moi, je suis assez... c'est ma pensée de dire... Aujourd'hui, plus je connais le sujet, plus je me dis, en fait, on ne pourra pas changer. Hein. Enfin, on ne pourra pas lutter contre. Voilà. Par contre, je pourrais... là où c'est plus... enclin, c'est plus vrai, mais par contre je peux mieux l'utiliser. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est là où des fois je discute avec des gens et puis je leur dis tiens, tu souhaites influencer une décision, fais comme ça. Voilà. Bon, après je vais pas leur dire dans le mauvais sens, mais un truc que j'avais lu, et tu vois, je te parlais des boîtes qui lèvent des fonds, qui faisaient ça, et en fait l'une des manières d'influencer une réunion est de commencer toujours par la personne qui sera d'accord avec toi et qui va aller dans ton sens. Parce que après la personne d'après osera moins, bien sûr.
Voilà. Ouais, c'est Et, malin. c'est un des du fameux bouquin là, dont je ne retrouve plus le nom, qui parlait de ça. Il disait très facile de biaiser une réunion. Tu commences par la personne qui tu sais va aller dans ton sens. Derrière, si ça va dans le bon sens des personnes, tu es sûr que peut-être la dernière personne qui devait s'exprimer mais qui va être contre ton projet ou contre ton idée va se dire attends, j'ai 4 personnes, voire 5 personnes qui sont allées dans le sens. Ah, je vais peut-être pas être d'accord. Bon, bah, je vais changer d'avis. Et tu vois, c'est en sachant ces petites choses que. Ah ouais, puis il y en a. Là, là, je voyais des trucs. J'étudiais pour une asso qui doit récolter des dons. Je rebondis parce que tu récolter des fonds. Dans le don, déjà, on retrouve cette notion de moralité. Et on n'a pas tous la même. Et l'exemple, c'était 260 millions d'enfants n'ont pas ce qu'il faut pour manger dans le monde. Tu vois. Donner 10 euros, c'est X repas, truc machin. Ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi ? Parce que ton cerveau, il n'est pas capable de se représenter ce que c'est 260 millions d'enfants. Est-ce que ça remplit un stade de foot 8, 12 Est-ce que ça touche la lune si tu les mets les uns sur les autres Est-ce que c'est un village entier Est-ce que c'est 3 villes Tu sais pas. Et donc quand tu changes le truc et que tu dis Mathilda, elle a 8 ans, tous les jours elle marche 1h30 pour aller à l'école, elle mange qu'un jour sur deux, aidez-la à acheter ses cahiers et à avoir une nourriture décente, bah, là t'es vachement plus touché parce que tu la vois Mathilda en fait dans ta tête. Ton cerveau il compare. Il dit ah Mathilda je vois à peu près. Une fillette de 8 ans, mal nourrie, qui est en sandalette dans la bouche. T'as des images. Donc ton cerveau il va actionner plus de leviers quoi. Donc ça c'est. J'aime bien cette idée de mettre des images dans la tête des gens, c'est là où ça recolle un peu avec mon métier. Tout ce qu'on fait, ça doit passer par une phase d'illustration dans la tête des gens. Si ton cerveau il n'est pas capable de générer une image du truc, ça va pas rester. Et ça c'est un peu cool quoi. C'est là où tu vois que les... Alors, il y a cette image et puis il y a les autres mécaniques. Hein. Il y a la répétition, évidemment, qui est assez incroyable. C'est Juvabien, c'est Juvamine, c'est... tous ces trucs que tu as entendus mille fois. Quoi. Et ce qui est fou, c'est que... et c'est là où... C'est marrant de la communication, parce que j'aime bien moi, la communication et les biais, parce que c'est quand même une des manières les plus faciles d'illustrer la chose, l'influence des biais, notamment. Et pendant longtemps, même moi, j'ai eu cette croyance de me dire mais les panneaux publicitaires qu'on voit dans la rue, en fait, ça sert à rien. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que, en fait, et tu l'as dit, hein, c'est la répétition. C'est à force de le voir. En fait, tu le croises une fois, 2 fois, puis à la fin, tu fais plus attention, mais ça reste dans ton champ de vision et tu le vois. Et à un moment, tu te dis, ah, tu as le choix entre 2 produits, lequel tu prends. Et il y a une enquête très intéressante qui fait la différence entre Pepsi et Cola, je pense que tu dois connaître, qui dit, à l'aveugle, la plupart des gens, je crois que c'est soit 55 ou 60% des gens doivent préférer Pepsi. Ouais, c'est assez mitigé quand même. Ouais. Mais, oui. C'est assez mitigé, mais il y a quand même une préférence sur Pepsi, alors que tu fais à visage découvert, tu as une grande majorité qui va préférer du Coca. Et c'est là où tu montres à travers la communication comment Coca a réussi à prendre du marché et à se poser de telle manière à ce que leur produit soit choisi par rapport à un concurrent, qui est clairement un concurrent, alors que en termes de préférence de goût, la balance aurait peut-être penché dans le sens. Et ça en dit long. Hein. Ça en dit vraiment très long sur comment... En fait, on en revient à ce truc de... Non seulement on ne se rend pas compte que nos décisions, elles sont un peu irrationnelles, mais en plus de ça, on défend le fait qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on va vraiment dire « Non mais si, c'est mon choix, il est réfléchi, machin », sans se rendre compte qu'on est biaisé. J'ai vu ce même test un peu horrible avec des... Bon, alors c'était des enfants là dans des écoles au niveau de la cantine et tout ça, et on leur faisait goûter des frites et tu avais packaging neutre et donc il y avait des frites de McDo et des frites de la cantine quoi. Et c'est les mêmes. Il n'y a pas de... Rien ne se dégage sur un produit plus que l'autre quoi. Tu mets sur les frites McDo le vrai packaging McDo et l'autre tu laisses le truc de la cantine. Bon, tout le monde préfère évidemment les frites McDo. Mais pire, tu mets les frites de la cantine dans le packaging McDo, les gamins ils préfèrent les frites qui sont dans le packaging McDo.
Donc ça c'est un peu triste quand même. Euh, Même si McDo, bon, on peut avoir un attachement particulier dans la région pour McDo. Euh, c'est assez phénoménal en fait, vraiment, à quel point on se rend pas compte Nous, on a envie de dire on aime et on pense qu'on associe à c'est notre goût, c'est mon goût, c'est ma personnalité. Et en fait, certes, c'est constitutif de ta personnalité, mais ce n'est pas ta personnalité qui fait ton goût. Et ça, c'est vachement important. Et donc, nous, quand on étudie maintenant on fait plus de persona, de sondage, de trucs machin, parce que les gens, ils disent pas, en fait, la vérité. Donc, ils vont te dire... oui, ok. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. J'ai posté un truc récemment là, après le marché de Noël, parce qu'il y avait... le mec, il vendait du vin chaud, tu vois, tu avais le petit vin chaud à 3,50 et puis le grand vin chaud à 6,50. Et en fait, le mec... il met la même quantité d'alcool dans les deux. C'est pareil pour les chocolats chauds. Il met la même quantité de chocolat, le mec, dans son petit et dans son grand. Donc ça l'arrange, en fait, de vendre un grand parce qu'il le vend vachement plus cher. Et que c'est pas c'est pas le lait qui lui coûte, quoi, tu veux. Et donc le mec, il s'étonne que, en fait, il n'arrive pas. Les gens, ils achètent le petit. Parce que ton cerveau, quand tu vois un truc à 3,50 et un truc à 6,50, il va se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment si soif que ça ? Et puis, si je dépense que 3,50, il me reste des sous pour acheter des chichis, tu vois. Donc celui-là, il est quand même vachement plus économique, puis ça va me suffire. Bah, la solution, c'est pas de baisser le prix du grand, c'est de mettre au milieu un truc à 5,50 en disant moyen. Et là, ton cerveau, il arrête de faire la comparaison entre petit et grand. Il fait la comparaison entre le moyen et le grand. Il dit, putain, il n'y a que 1 euro de plus pour avoir le grand. Bah, il prend le grand. Est-ce que c'est une décision rationnelle ? Pas du tout. C'est une fausse idée de gain, de bénéfice, de trucs. Donc là, on t'a manipulé, quoi. Ouais, c'est assez fou, et c'est là où j'admire, moi, un peu le domaine de la communication et du marketing dans ces choses-là, où ça, en fait, tu le disais tout à l'heure, hein, ça exploite, ça fait plus de 100 ans que ça exploite ces biais cognitifs. Et sans le savoir. Et sans le savoir. Des fois, il y en avait, je pense que tu as eu des publicitaires de génie. Quand tu vois Mad Men, un de ces épisodes de Mad Men, là où le mec... arrive à un matin une présentation au client, tu vois, de la campagne, et puis il a rien foutu, quoi. Et tu sais, c'est pour Lucky Strike. Et on leur dit, on a un problème, les gars, là, on n'a plus le droit d'utiliser les médecins pour dire que fumer, c'est cool. Et là, le mec, il débarque avec son idée, et il dit, ah ouais, on dit aux gens que fumer, c'est pas cool. Et ben nous, on va dire que fumer, du coup, c'est la liberté, d'accord ? T'es pas obligé d'écouter tous ces mecs qui te disent que... Donc si tu fumes... t'es un mec libre, tu vois, le modèle américain, truc machin. Bah ça, il n'y avait pas encore hein, les ECG, les imageries médicales, les scanners, les trucs, les machins. Le mec, il avait compris que ouais, on veut se sentir libre en fait. On veut se sentir au-dessus, on veut se comparer aux voisins, on veut être mieux qu'eux. Et ça, c'est presque tout le monde, tu vois, a ce besoin-là. T'as toujours envie de plus d'argent, une plus grosse voiture, une plus grosse maison, ou que la tienne soit meilleure que celle du voisin. Après, tu mets ce que tu veux derrière meilleur. Peut-être qu'elle est plus écolo, peut-être qu'elle a coûté plus cher, peut-être que la piscine est plus grande, peut-être qu'elle peut accueillir plus d'amis. Chacun a son horizon de référence, quoi. Mais en tout cas, on se compare. Ouais, c'est assez fou. Et j'en viens à une notion un peu... alors que moi, je maîtrise beaucoup moins, mais toi, je sais que tu la maîtrises un peu mieux. C'est cette notion de nudge. Ouais. Est-ce que tu peux Moi, c'est une notion que j'ai lu beaucoup, le nom. En fait, le nudge, c'est simple. Et on est peu... Alors, c'est pas quelque chose que... demain, n'importe quelle agence peut se mettre à faire ça. C'est dans des contextes assez particuliers. En gros, c'est influencer les gens en leur donnant un petit coup de coude, tu vois, mais sans leur forcer la main. C'est un peu comme ça qu'on décrit le truc. L'exemple le plus... qu'on voit un peu partout, c'est l'exemple de la petite mouche qu'on a dessinée dans des chiottes des aéroports à Amsterdam. Oui. Okay. Parce que y avait, ça leur coûtait je sais plus combien de milliers de dollars, d'euros pour nettoyer les chiottes toutes les semaines, parce que tout le monde pissait à côté, quoi. Et un jour, quelqu'un dit, bah, attends, on va dessiner une petite mouche, et là, tout le monde va vouloir viser la mouche. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, et je crois que le chiffre annoncé, c'est qu'ils ont économisé 80% du budget nettoyage sur les toilettes, quoi. Et là, tu dis, waouh, sans avoir mis un panneau, merci de ne pas pisser à côté. Ouais, qui n'aurait pas été respecté. C'est vachement fort. Et donc, beaucoup de municipalités, de communautés de communes, de grandes villes, ont maintenant un département nudge, en fait, chez les élus. Et
Par exemple, là, il y a une histoire de une petite commune, là, ils en avaient marre parce que tout le monde allait uriner derrière l'église. Mhm. Tu vois, hop, c'était planqué, alors qu'il y avait des toilettes publiques à 50 mètres. Hein. Et alors, il y avait quoi comme solution? En fait, le nudge, il est intéressant parce que il y a toujours cette question au départ. La solution, c'est faire tourner un vigile, mettre une caméra. Ah, ça coûte cher, c'est fliquer les gens, ça peut être mal vu, pour un tas de raisons, tu vois. Il y a mettre des barreaux tout autour de l'église, comme ça tu peux plus aller pisser contre le mur. Il y a plein de solutions comme ça, qui sont coercitives. Mettre des amendes, des trucs, des machins. Et en fait, là pour le coup, sur cet exemple, ils ont demandé à un street artist d'aller peindre des visages des gens sur ce mur qui est en train de regarder comme ça. Donc là on me voit pas parce que je suis en podcast, mais hop, les yeux grands écarquillés, comme s'ils regardaient un peu ta braguette. Et plus personne va pisser là. Ah, c'est marrant. Parce que tu as l'impression de te sentir regardé. Ouais. Voilà. Alors, il y a peut-être un ou deux qui ne voient pas forcément le truc à minuit sous les lampadaires, mais... Oui, ça a diminué le... Mais ouais, ça a largement fonctionné. C'est le principe de, plutôt que de te dire de mettre tes mégots dans la poubelle, en fait, tu mets deux pseudo-poubelles côte à côte en disant c'est qui le meilleur joueur, est-ce que c'est Neymar ou est-ce que c'est Mbappé, et les gens, ils mettent leurs mégots pour voter, ça remplit les trucs, et en fait, t'es venu court-circuiter leur moralité. T'es pas venu leur dire vas-y, mets ton mégot à la poubelle, mec, c'est pas compliqué, elle est là. Non, là tu leur as demandé leur avis. Et les gens, ils veulent toujours donner leur avis. Ça marche. Après, très probablement qu'il y a un biais aussi là-dedans. Et je pense que c'est un truc de surprise. C'est-à-dire que plus on va s'habituer à ça, et moins ça fonctionnera. Ah oui, ok. Oui. Là, ça marche aussi un peu. Les exemples sont un peu spectaculaires parce que c'est nouveau, parce que c'est surprenant, parce que c'est singulier, parce que c'était une bonne idée, machin. Mais une fois que tu auras vu 50 trucs où il faut voter avec ton mégot, t'en auras un peu marre, tu vois. Ouais, mais ça me fait penser, tu vois, alors je sais pas si ça a été fait dans ce sens-là, mais ça me fait penser à un exemple, là où je travaille actuellement, je suis à la Croix-Rousse. Pour vous décrire, pour les personnes qui connaissent pas la Croix-Rousse, c'est des buildings avec des entreprises à l'intérieur, mais partout. Et rien de très, très folichon, sauf que c'est très marrant parce que les passages piétons sont pas classiques. Il y a des petits personnages, des fois ils sont des passages piétons, ils sont à moitié bizarres, il y a les bandes qui se chevauchent, des choses comme ça. Et en fait, ils les ont rendus surprenants. Et là, tu vois, je me suis dit, et je vais faire une confession, moi les passages piétons, ça m'arrive très souvent de passer un peu à droite, un peu à gauche, voilà, comme beaucoup des Français. Et je me dis, mais là, en fait, je passe quasiment toujours sur les passages piétons. Alors tu sais que j'ai appris un truc, et franchement, c'est l'anecdote à raconter à la machine à café. La loi stipule que tu as le droit de marcher jusqu'à 4 mètres en dehors du passage piéton, tu es considéré comme sur le passage piéton. Ah oui ? Je connaissais la loi dans le sens où si tu es éloigné de, je sais plus, 50 mètres, 60 mètres du passage piéton, tu peux passer, et si t'es plus dans le... T'as pas l'obligation de passer. Il y a une distance comme ça, mais c'est peut-être pas vrai. Mais ok, je savais pas, voilà. C'est marrant. Ouais, mais comme quoi, tu vois, je connaissais un peu, j'avais cette notion... J'avais vu des exemples comme ça de passage piéton, ils les avaient mis, ils avaient juste peint une ombre sur chaque truc blanche, ce qui fait que tu avais l'impression de les voir surélevés. Enfin, tu sais, qui sortait de terre. Forcément, ça fait ralentir la voiture. Ouais, et ça, c'est vachement cool. Ouais. Mais t'as raison dans le sens où de dire, aujourd'hui, c'est surprenant, mais si on voit ça partout, demain, on saura, et en fait, on espère, ça aura peut-être plus le même effet. C'est sûr, il suffit de voir... en fait tout ce que tu as aimé toi dans ta vie en disant waouh, c'est nouveau ça, j'avais jamais vu ça, et ensuite tout débarque, copycat, truc machin, tout le monde ou que tu n'aimais pas, ouais. Et puis tu portes plus d'intérêt parce que tu n'arrêtes pas de le voir, quoi. Et c'est ce qu'ils disent par exemple aussi à la télé sur quand on dit les infos, les machins ou les films, vous banalisez la violence, c'est vrai. Les jeux vidéo, moi je suis pas du tout pour dire que oh là là, lui il s'est devenu un serial killer parce qu'il a joué à Call of Duty, mais c'est sûr et certain que d'un point de vue mécanique dans ton cerveau, oui, banaliser la violence, jouer tous les jours, 4 heures par jour à des trucs où hop, t'es mort, mais hop, tu revis, hop, et puis lui il est mort, mais c'est pas trop grave parce qu'on est déjà en train d'aller poursuivre notre team, machin. C'est sûr et certain que tu vas être moins choqué demain quand on te dit ouh là, une grosse fusillade, à Gaza il se passe ça, là machin il s'est tout. T'es plus choqué, quoi.
Ouais, et puis en plus, il y a souvent de la distance, ça te paraît irréel, jusqu'au jour où ça arrive au coin de ta rue et que tu étais juste à côté et que là, d'un coup, tu fais ah ouais. Mais Ouais. oui, 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 je suis assez d'accord. Et, euh, et ouais, zut, bah, j'ai perdu mon fil, tu vois. Euh, C'est bien. C'est qu'on discute. voilà. Mais On était sur le nudge. ouais, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est l'exemple que je voulais donner, c'est que tu parlais de choses qu'on aime et puis qui sont devenues banales, mais moi j'ai toujours cet exemple des Crocs. Quand elles sont apparues en France, on a dit, mais c'est l'horreur, abominable, machin. Aujourd'hui, Ouais. alors moi j'en ai pas. Je sais pas que j'apprécie trop ça, j'ai jamais essayé, mais il faut reconnaître que c'est quand même confortable, je dois le reconnaître, j'ai testé une fois. Mais en fait, il y a plein de gens qui l'ont adopté. Et en fait, ce fait que ça a été, tu le voyais de plus en plus, et tu avais des gens qui l'ont adopté, qui l'ont influencé, ce qu'on appelle des influenceurs, même si bon, le terme peut être décrié. Et tu te dis, mais aujourd'hui en fait, tu parles de Crocs, les gens te disent, ouais, mais bon, c'est. Voilà. Après, tu sais, on vieillit aussi. Et moi, il y a plein de trucs sur lesquels, en fait, j'arrête de juger. J'arrête d'avoir un jugement. Parce que, en fait, je m'en fiche, quoi. Si les gens, ils sont bien dans leurs Crocs, ou s'ils sont bien en claquettes chaussettes, les Allemands, Ouais. super. Moi, c'est quand j'ai fini par voir mon fils tous les matins en claquettes chaussettes que j'ai fini par me dire, bon, finalement, alors que c'est un mec stylé. Ouais. Je lui dis, bon, bah, écoute, il fait ça. Mais c'est ce même biais qui fait que Coca vend plus que Pepsi, hein. C'est le biais de simple exposition. Euh, qui est très très corrélé au biais de familiarité et qui fait que tu as tendance à avoir un jugement plus positif sur quelque chose que tu vois plus souvent. C'est quand même, c'est d'une tristesse infinie quand même, hein. Ça veut dire que, enfin, ça veut dire que quand ils te mettent aussi, je suis obligé moi toujours j'ai un rapport à la politique qui est très conflictuel, quoi. Mais c'est étonnant parce que ça marche pas à tous les coups, tu vois. C'est pas parce que tu mets de plus en plus de flics dans les rues que les gens ils adorent les flics, quoi. Oui. Bah oui. Et alors que t'envoies. Donc ça, il y a des choses qui, voilà, qui des fois rentrent pas, qui fonctionnent pas comme ça. C'est pas une baguette magique, quoi. Il n'y a pas un ingrédient avec ça, machin. C'est pour en revenir à ce qu'on disait au début sur la moralité, sur comment faire ce métier aussi, la com. Et j'aime bien écouter Fabien Olicard parce que il est pas. Déjà, il se positionne comme un vulgarisateur et pas comme un expert. Et ça, je trouve ça hyper cool. Il t'amène sur le terrain d'eux et je pense qu'il amène 1000 fois plus de gens à s'intéresser au sujet que Albert Moukébert ou Kahneman ou Thaler ou Dan Ariely ou des gars qui sont beaucoup trop techniques. Donc j'apprécie beaucoup ce personnage pour le travail qu'il fait. Je me permets juste de préciser, Fabien Licard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber qui n'était pas YouTuber à la base, qui est mentaliste, magicien, conférencier, il a écrit des livres, ouais. Mais il est très... il n'a pas cette approche magicien, cap et chapeau, hein, je sais pas ce que je veux dire, mais voilà, il est très psychologique dans le sens où il va expliquer les mécanismes, des choses comme ça. Voilà. Ouais, et puis il peut te choper dans la rue et te prouver en 3 minutes qu'il te manipule. Et en fait, le mentalisme, c'est extrêmement intriqué avec les neurosciences ou les sciences comportementales. Même la magie, même la comment s'appelle, la manipulation, enfin tous ces sujets-là, en fait. Le truc, tout ouais, ça. Ça joue sur de l'attention, justement des raccourcis qu'on fait. Par exemple, je me rappelle toujours je sais jamais donner l'exemple, mais c'est on te dit réfléchis, je sais pas, un nom de un animal, et puis la plupart du temps tu vas réfléchir, je sais pas quoi, un animal en particulier, et en fait il va te le sortir, et en fait c'est parce que 70% des gens vont réfléchir à cet animal-là en premier, quoi. Donc voilà. Ah oui, carrément. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est... Alors voilà, j'aime beaucoup Fabien Licard. Qui lui dit souvent, et c'est pour rebondir sur le nudge, qu'il te montre ces trucs-là, pas pour manipuler les gens, mais pour éviter de te faire manipuler. Franchement, c'est déjà un bon conseil. Moi, j'adore écouter un truc qui s'appelle le Média Positif, je crois, là, Sens Critique, une chaîne YouTube. Oui. Je trouve ça incroyable dans la qualité de leur intervention. Et puis quand ils te décryptent des allocutions présidentielles ou des trucs ou des machins, en fait, le mec ne fait que activer des biais les uns derrière les autres, et très souvent
dans notre gouvernement actuel par exemple, l'anxiété, quoi. C'est bon, je suis aussi sur Instagram. S'ils écoutent un jour ce podcast, j'ai essayé de les contacter. Compliqué à les avoir, je pense. Ouais, mais continue. Mais je Tu vas y testerai. arriver. Et effectivement, c'est des gens qui analysent froidement un peu les discours et qui s'amusent à lever des biais et à dire ah, bah là, il a dit ça, bah, il a oublié ça, ou il joue comme ça, il fait ça, pourquoi il dit ça? Ah, il fait cette interprétation. Mais c'est pas... Moi, ça, c'est un des trucs que je préfère dans les sciences comportementales. C'est la facilité et le réflexe qu'a ton cerveau de combler des vides. Le vide, il aime pas. Ouais. C'est pas possible. S'il comprend pas aussi un truc machin, il comble le vide. Et ça, c'est incroyable, quoi, des fois. Et en fait, il y a beaucoup de techniques, notamment politiques ou dans la manipulation, qui s'appuient là-dessus. Tout ça pour, à la fin du truc, pouvoir dire « Ah, mais ça, je l'ai pas dit. Ça, c'est vous qui le pensez, mais moi, je l'ai pas dit. » Et c'est vrai. Mais en fait, il a tellement utilisé de synonymes, ou de trucs connexes, ou d'allitération, ou de consonance, ou un truc un peu corrélé ou machin, que ton cerveau il va forcément penser à ce truc-là, alors qu'il l'a pas dit. Bah, ça, c'est de la forte manipulation. Hein. Et quand tu es dans des périodes d'élections, de décisions comme ça à prendre, machin, ça peut être dramatique, quoi. Je pense. Ouais. Donc un vaste sujet. Mais je trouve que c'est un sujet Bah oui, puis on passionnant. pourrait, je pense, se revoir dans un an et les choses auront évolué, quoi. Ouais, je suis sûr. Bah, moi, tu vois, quand je vois comment j'ai lancé ce podcast et l'approche que j'en avais, et aujourd'hui, bah, l'échange qu'on en a, et encore, tu vois, on avait dit qu'on en reparlerait, mais de système 1, système 2, je disais, voilà, il y a un système 1, un système 2, puis aujourd'hui, bah, je suis... bon. Je trouve quand même que cette réduction, elle est quand même assez fondée. Oui. Même si on sait de plus en plus que tout fonctionne en même temps, voilà, que tout peut s'allumer en même temps. Mais cela dit, c'est une très bonne entrée en matière. Ouais. Ah oui, ça se lit hyper bien, il y a beaucoup d'exemples. Et puis ça se lit, ce bouquin, il se lit, c'est un peu un bout de vie, il raconte comment lui et son collègue, tu vois, ils ont pensé ci, ils ont pensé ça, etc. Je trouve que c'est une vraie bonne entrée en matière. Depuis, moi j'en ai lu peut-être 10, et franchement, ça se répète. On n'est pas non plus en train de remettre tout ça en question de ouf, quoi. Non, c'est effectivement là où moi alors je suis tout à fait d'accord avec toi, où le système 1 et système 2 pour moi de Daniel Kahneman est très bien pour aborder le sujet. Moi j'ai commencé, ça a été mon deuxième livre je crois. Ça a été mon deuxième livre, mais c'est là où vraiment j'ai compris les choses. Donc c'était très intéressant, mais c'est qu'après, tu vois, lui dit qu'il y a un système 1, un système 2, donc pour faire très rapidement, système 1, c'est le système de pensée où on réfléchit pas, enfin on réfléchit pas, c'est un certain automatisme, si je vous dis 1 plus 1, ça fait 2, voilà, ça c'est le système 1, alors que le système 2 prend le pas lorsque on a besoin de vraiment se mobiliser pour décider. On reprend l'exemple de la multiplication qu'on donnait tout à l'heure, 2500 fois 5000, comme ça de tête c'est compliqué, donc il faut se concentrer, et c'est apparemment le système 2 qui rentre en jeu. Mais en fait, moi de ce que j'ai quand même lu, c'est que quand même il n'y a pas en fait réellement, alors oui effectivement ça marche en même temps, il n'y a pas l'un ou l'autre, et surtout qu'il n'y a pas, il y a aussi apparemment il y aurait un système 3 qu'on parlerait qui serait un système un peu entre les deux, et puis on aime bien cette dualité de 1, 2, ouais. Noir, blanc. C'est un vrai biais, ça. Ouais, et que en fait ils seraient tombés eux-mêmes dans un biais, et que en fait effectivement ça serait un peu plus compliqué que ça, mais je trouve que c'est une bonne synthèse pour expliquer la chose et quand même avoir une bonne appréhension, parce qu'à un moment il faut bien qu'on s'imagine les choses, et je trouve que justement ce fait de dire on a un système puis un deuxième système, ok, bon après la véracité scientifique est peut-être pas tout à fait là, mais ça donne une première approche. En fait, est-ce qu'il y en aura vraiment une Est-ce qu'on percera un jour tous les secrets du cerveau On ne sait pas. Aujourd'hui, si. Parce que Kahneman, c'est quand même un pavé. Ouais. Un peu technique, parfois. Où, là, votre cerveau vous joue des tours de Albert Moukébert, c'est bien. C'est bien parce que c'est un peu illustré. Je suis en train de le lire, tu vois. On te prend à partie, tu vois, dans le truc. Moi, j'ai fait 2-3 tests hyper intéressants hein, grâce à lui, tu vois. Que j'avais peut-être entendu comme ça, mais là, après, t'apprends pas grand-chose de nouveau si tu connais bien le sujet, mais pour une entrée en matière, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. J'en viens
à ma dernière question, parce qu'on a déjà abordé longuement le sujet. Je crois que ça fait presque 1h20 qu'on est sur le sujet, donc mais passionnant. Si toi, je te l'ai posé en début, si toi tu devais retenir une chose là, de notre échange, d'un message que tu voudrais un peu véhiculer aussi de ton approche que tu as sur les biais, est-ce que tu en as un? Est-ce que tu... En fait, je trouve ça... moi, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans parce que ça m'a permis de me comprendre, en fait. J'ai vachement travaillé, je pense, sur moi depuis que je travaille sur ce sujet. Et alors, on peut faire ça par ce biais-là, qui n'est pas le même biais, du coup, qu'un biais cognitif, ou par un autre. Mais j'adore moi, j'aime bien cette période de ma vie. J'ai plus 20 ans, hein, mais j'aime bien cette période de ma vie où je me connais, où je me comprends, je sais ce qui me rend heureux. Et si je dois, du coup, injecter ça dans mon métier, je suis obligé de passer par la case « Ok, mais qu'est-ce qui rend les gens heureux, en fait ?» Et on a l'habitude de dire dans notre métier, faut trouver une problématique hein, à la cible. Et puis tu lui apportes une solution et machin. Et ben, même si je peux encore le dire dans certains cas de figure, parce que c'est en vrai c'est une vérité, j'aimerais bien qu'on change de paradigme, machin, et que toi, quand j'entends que certaines nations, que tu imagines d'une façon un peu dystopique, qu'on va arrêter le PIB pour le bonheur national brut, pour calculer en fait l'indice de bonheur dans ton pays, machin, bah, je trouve ça tellement... j'ai l'impression que c'est un pas de géant dans la société. Et se comprendre, bah, c'est en partie ça. Et on est tellement des animaux sociaux, avec des actes... voilà, on fait des achats, on doit se nourrir, on doit machin bidule, que c'est un élément qui est quotidien dans ta vie, les biais. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de réfléchir un tout petit peu à ça ou un tout petit peu de s'y intéresser? Je dis pas que si tu t'y intéresses pas, t'es un mouton. Mais presque je le pense. Et je l'assume, c'est-à-dire que je l'ai été. Et je le suis encore, parce que bah, tu peux pas tous les combattre. Et que des fois, tu as envie d'être un mouton aussi. C'est important, je veux dire... C'est pas forcément négatif. Si tu prends la pyramide de Maslow, là, le besoin d'appartenance, il est en vrai là. Tu as besoin de te sentir appartenir à une communauté, à ressembler à un tel, te retrouver dans machin, de t'entourer des gens qui te ressemblent, etc. Et ben il y a un truc dans la vie et dans la com, et c'est là où ça se rejoint, c'est les codes. Et c'est pour ça que moi j'adore la pop culture, parce qu'elle porte bien son nom. Elle est pop parce qu'elle est populaire. Elle a apporté du bonheur à plein de gens, ou plein de gens l'ont vu. Tu peux pas imposer la pop culture. Si les gens l'ont pas accepté et aimé, ça rentrera pas dans la pop culture. Ça sera un étage en dessous. Ce sera un truc peut-être soit élitiste, soit underground, qui est pas une mauvaise culture non plus, hein, du tout. Mais cette pop culture qui regroupe les gens, qui fait que tu as des communautés, on se reconnaît en tout de machin, c'est un peu fabuleux, quoi. C'est un peu fabuleux, et je pense que c'est ça qu'on doit rechercher dans... pour moi, c'est ça le lien entre le marketing et les gens, quoi. Faut pas oublier que je fais un métier où, de temps en temps, en fait, en vrai, hein, des fois, la pub, c'est... et je fais pas que ça, mais la pub, c'est souvent, quand même, faire ce qu'il faut pour vendre à des gens un truc dont ils n'ont pas besoin, quoi. Mais, j'en reviens aux définitions, quoi. Des fois, t'as pas besoin de ça, mais ça te rend heureux. Ben, pourquoi pas. Voilà, après, il y a... Voilà, je ne vais pas rentrer dans la philosophie, sur le matérialisme, sur le truc machin, mais ça serait un sujet, se comprendre, sujet de podcast. Forcément se comprendre, et donc comprendre ses biais et ceux des autres, c'est forcément mieux communiquer. C'est forcément mieux se comprendre, et peut-être que le bonheur, il passe un petit peu par là, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, François. Et puis, dernière question, si on veut te contacter, parce que si on veut discuter de ce sujet, je sais que tu es très actif sur LinkedIn. Moi, je suis très actif sur LinkedIn, donc sur Glenn Le Bourris, en fait, voilà, sur LinkedIn. Je publie toutes les semaines sur ces sujets-là. Tu réagis beaucoup aussi. Ouais, j'ai pris le parti aujourd'hui de plutôt de dire ce que je pense sur LinkedIn. Ce qui peut donner des... J'aime bien dire aux gens que ce qu'ils font, c'est bien, et j'aime bien dire à d'autres que j'aime pas trop ce qu'ils font. Mais c'est parfois un jugement de valeur, mais c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai plus 20 ans,
Et si demain je peux bosser qu'avec les gens qui partagent mes valeurs, en fait, bah bien sûr je ferai que ça, quoi. Bah, je te le souhaite. Ouais, moi aussi, François. Allez, bah, merci Salut, beaucoup, François, à très vite. à très bientôt, ciao. Allez, on est parti pour le récap. Un récap qui va être, pour une fois, relativement court. Car, je pense que vous l'avez entendu, c'est un épisode qui s'est principalement concentré sur les biais cognitifs. Ça m'a fait très plaisir d'accueillir Glenn parce que c'est un spécialiste du neuromarketing. Il connaît très bien le sujet des biais cognitifs, l'utilise dans son métier, ou du moins en fait un certain usage. Et on a pu parler de ce mécanisme ou de cette influence involontaire ou volontaire d'ailleurs que l'on utilise ou qu'on subit pour démontrer comment, de manière consciente ou inconsciente, les biais cognitifs influencent nos décisions. Donc voilà, un épisode centré sur ce sujet, avec un petit passage sur les nudges, l'IA également, on a pas mal parlé d'IA, mais un épisode très centré, très technique, effectivement, j'en conviens, mais sur lequel moi j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup progressé sur ma connaissance de ces biais. Et j'espère vous aussi. Voilà. Et oui, je vous avais promis un récapitulatif très bref. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, salut. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.